Voilà, donc nous allons lancer la table ronde intitulée l'évolution des métiers à l'épreuve de la digitalisation. Bien, bonjour à tous. Je vais me livrer un exercice qui est pas facile pour moi, parce que d'habitude je suis à votre place, je suis plutôt speaker et c'est moi qui donne les conférences et c'est pas moi qui anime les conférences. Donc l'avantage c'est que comme je suis toujours très très long, ça va me permettre de savoir quand est-ce que vous le serez et de vous raccourcir. Donc je vous demanderai juste d'observer une règle, c'est qu'il y a énormément de questions qui sont posées autour de la transformation digitale. On n'aura pas le temps probablement de toutes les traiter. Et donc, les réponses courtes sont les bienvenues, sauf si je vous invite à développer, de telle façon à ce qu'on puisse avancer ensemble. Vous allez avoir devant l'écran ici les questions qui vous seront posées. Elles vous ont été soumises avant que vous veniez ici. Et comme on est disruptif et qu'on est dans l'innovation, elles n'apparaissent pas dans l'ordre que vous les connaissez. Voilà. Alors, on va commencer. La question qu'on se pose tous ici depuis ce matin, c'est la transformation digitale bouleverse-t-elle l'entreprise? Alors c'est un peu un pis-aller parce que probablement la réponse est oui. La question c'est de savoir comment et qu'est-ce qu'on fait avec. On va commencer par la première question. Alors on a un problème de pile. Voilà. Première question, Philippe. Est-ce que c'est une opportunité ou une menace? Pierre, pardon. C'est moi qui commence? Oui, décidé d'office. Merci. Bonjour à tous. Une opportunité ou une menace? Je dirais que c'est oui, c'est une opportunité et surtout une obligation aujourd'hui, si on veut être au niveau de nos entreprises dans le coup, si je puis dire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'y mettre. Hein. Donc, moi, si je prends le cas de mon entreprise, j'ai créé mon entreprise en 87, donc il y a plus de 30 ans. Et quand je regarde aujourd'hui l'évolution en 30 ans qu'il y a eu dans mon entreprise, forcément, elle est passée bien sûr par le numérique, elle est passée par beaucoup de choses. Et il faut sans arrêt se remettre en question. Donc oui, c'est obligatoire. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, c'est obligatoire. Voilà, Charles-Henri, ce que je voyais CH, non, c'est pas ça. Charles-Henri. Bon, on retourne un peu sur le même thème de tout à l'heure, là, quand on parlait de rêve ou de miracle. En fait, cauchemar, c'est un rêve ou cauchemar. Je dirais c'est un peu les deux. Et comme tu viens de le dire, on ne peut pas y faire, autrement. Hein. J'étais par exemple hier avec un groupe de Carrefour, hein, en formation. Ce qui est très intéressant, c'est de voir tous ces gens qui étaient d'ailleurs middle age, ils étaient à peu près 45 et plus, quand même sont interpellés parce qu'ils étaient dans des fonctions très différentes et ils disent avec une boîte comme Carrefour, elle ne peut pas passer à côté de ce qui se passe avec Amazon, etc. Donc de toute façon, on peut, c'est une menace d'une certaine façon, mais en même temps c'est quand même l'occasion de réfléchir complètement différemment. Et puis ce qu'on vient d'entendre sur la vidéo, et puis que ce soit toi Peggy ou tous les autres intervenants tout à l'heure, disent qu'au total c'est une transformation profonde, à la fois des business models, de l'organisation, et je dirais d'abord du management. Parce que, hein, je dirais sans doute tout à l'heure, moi j'ai été surpris il y a 15 ans, quand j'ai commencé, même 20 ans, les premiers travaux sur le nomadisme, les outils nomades, personne ne parlait de l'impact de ces outils, des premiers outils comme le BlackBerry qui arrivait, et personne n'avait vu qu'il y avait un impact direct sur le management. Et moi, je veux dire, j'étais surpris. Donc, voilà, alors, on va parler du management parce qu'effectivement c'est une des facteurs clés de succès. Peggy. Merci d'être resté. En fait, si vous êtes coincé ici cet après-midi, c'est un peu à cause de moi. Ah bon. Oui, parce que j'ai assisté et j'assiste régulièrement à des transformations digitales de grands groupes français qui intègrent nos technologies. Et j'ai participé et participe encore à celle d'Orange, la transformation d'Orange en France Télécom. Et quand on a des mastodontes pareils, avec le niveau de difficulté, la diversité des personnels, les syndicats, tout ce qui va autour, je me suis dit, la SNCF, on ne peut pas rater ça. Voilà. Alors, j'y ai fait allusion ce matin, pour moi c'est une formidable opportunité, un levier, enfin moi ce que j'ai constaté, si vous voulez par exemple la SNCF, il y a des grands thèmes qui servent de levier de transformation. Il y a le sujet de la sécurité, il y a le sujet de l'excellence opérationnelle par exemple, hein, et il y a le sujet du digital. Très clairement, aujourd'hui, la sécurité, l'excellence opérationnelle, pour des raisons bonnes ou mauvaises, sont plutôt considérées par le corps managérial de terrain et le terrain en général comme des démarches contraignantes. Le digital, ce n'est pas le cas.
Et là, il y a une vraie appétence. D'abord parce qu'on a un public de techno. Il y a une vraie appétence et donc pour moi c'est une vraie opportunité d'aller mener la transformation managériale, la transformation culturelle dont on a besoin pour répondre aux sujets d'innovation, de sécurité, d'excellence opérationnelle et globalement de performance. Donc opportunité ou menace? Opportunité. Opportunité. Yael? Alors, dans l'éducation nationale, qui est une petite PME comme vous le savez, je dirais que c'est ni une opportunité ni une menace, c'est une obligation. Je reprendrai le mot d'Emmanuel Davidenkoff qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le tsunami numérique. C'est un ouvrage consacré au numérique dans l'éducation. Dans le terme tsunami, on a peut-être la menace qui apparaît, mais en réalité non, la menace c'est de ne pas y aller. Pourquoi ? Parce que sinon on va creuser les inégalités sociales très fortement. Il y a une fracture numérique, mais qui n'est pas en termes d'équipement. Quasiment toutes les familles sont équipées, tous les enfants sont équipés. Il y a une différence dans les usages, dans ce que l'on en fait. La deuxième menace, si jamais on n'y allait pas, c'est la compétence des élèves. C'est-à-dire qu'avec le numérique, on peut apprendre à mieux lire, on peut apprendre à mieux écrire. Et la troisième menace, et ça, elle apparaît encore plus clairement après tout ce que j'ai pu entendre ce matin, c'est l'employabilité. Nos élèves doivent avoir acquis des compétences depuis le plus jeune âge jusqu'au bac, et bien sûr ensuite, et c'est absolument nécessaire pour eux. On ne peut pas ne pas y aller. Ça, on va en reparler aussi. Jérôme? Bon, presque tout a été dit, mais ma vision des petites et moyennes entreprises, au nom desquelles j'interviens, c'est une menace. Une menace, mais justement, ensuite, c'est la vision du chef d'entreprise de transformer toutes les menaces, toutes les innovations en opportunités. Donc, d'une menace, ça devient une obligation, parce que si on ne le fait pas, il va y avoir des inégalités sociales, mais aussi des inégalités entre entreprises. Celles qui n'iront pas se feront dépasser par celles qui y sont allées. Par contre, après, dans les petites structures, ce que l'on voit comme difficulté apparaître, c'est par quel bout le prendre. Par quel bout? Parce qu'on dit le digital, mais il y a vraiment plusieurs aspects. Il y a l'aspect communication. Je dois m'adresser à mes marchés autrement aujourd'hui pour rester en vue et rester dans la course. Je dois revoir mes processus internes. Ça, c'est une autre façon. Et donc là, l'impact sur le management est encore plus important. Et puis, je dois subir aussi des obligations législatives avec de plus en plus de digitalisation imposée par les corps d'État, les impôts et autres. Et donc, il y a des obligations, des envies et des obligations. C'est un peu tout ça pour la vision du chef d'entreprise PME. D'accord. Il m'arrive régulièrement de donner des conférences un peu partout dans le monde, et quand je suis en France, on me parle d'obligation, et quand je suis ailleurs, on me parle d'opportunité. C'est-à-dire que vous êtes tous d'accord pour dire qu'au final, c'était pas tant une menace que ça, mais vous parlez systématiquement d'obligation. Donc je vous laisserai réfléchir à ça. Je vais interagir avec la salle parce qu'on est en 2.0 et que l'interactivité et la transformation digitale, c'est pas du top-bottom et du bottom-up. Vous allez lever la main, vous allez me dire tous ceux pour qui c'est une menace, parce que les seuls qui m'intéressent ici, c'est les disruptifs. Donc pour qui la transformation digitale est une menace dans la salle? Levez la main. Aucun disruptif cet après-midi, c'est triste. Alors on continue. Une personne. Pierre, est-ce qu'on est tous égaux face à la nécessité de se transformer? Il y a un peu de philosophie là-dedans. On commence toujours par là. Non, tu peux passer ton tour si tu veux. Jérôme, tu veux commencer, non? Alors, il y a un truc intéressant. Jérôme va commencer. Pierre, dans ses attributions, est aussi responsable du MEDEF, dirige le MEDEF localement. Et puis de l'autre côté, on a les responsables des PME. Donc c'est très intéressant. Est-ce qu'on est tous égaux? Est-ce qu'une PME est égale face à la transformation numérique avec un grand groupe? Et c'est ça le sujet dont vous pouvez commencer à réfléchir, puisqu'il va se lancer le premier, donc vous avez le temps maintenant.
Bon, par contre, on ne sait pas si vous opposez de manière volontaire. Hein. C'est vraiment. Je n'oppose jamais personne, je les complète. Alors, est-ce qu'on est tous égaux? Difficile. Comme je l'ai dit, au niveau PME, on ressent ça comme des opportunités, oui, il faut y aller. Par contre, en face, il y a des budgets. Et par rapport à ces budgets, surtout après les 7-8 dernières années, ça ne fait pas forcément partie des priorités. Donc, c'est vraiment une décision de direction que d'y aller. Ça, c'était pour attaquer ça sous un angle. Après, on peut voir sous un autre angle. En petite structure, on a l'habitude de dire qu'on est agile. On sait plus rapidement manager le changement. Les équipes sont plus petites, et donc face à ça, peut-être qu'on a un avantage. Si on parle des artisans, vous pensez que ça reste vrai? Est-ce que... Toute petite structure artisanat, et là on est dans la maison des artisans, ça me semble peut-être compliqué, et pour autant, j'ai envie de dire que les artisans qui font, c'est une envie, c'est tout seul, ils n'ont pas à convaincre une équipe d'y aller, qui vont faire le pas vers une autre mode de communication, rester au contact des clients, se donner une image, tout de suite, c'est ceux que l'on connaît. Donc on n'est pas tous égaux, il faut juste y réfléchir en fait, c'est ça la conclusion. Oui. Alors du point de vue de l'éducation, je vais juste préciser un petit peu, est-ce qu'on est tous égaux? Si je suis bac moins 12, bac plus 12, est-ce que je me transforme de façon équitable? Alors, je ne comprends pas tout à fait la question. Bac moins 12. Ça tombe bien. En tout cas, moi, bac moins 12, vous devriez savoir qu'on a beaucoup de gens malheureusement qui sortent du système éducatif sans aucun diplôme, sans aucune qualification. Donc là, on est sur la formation des élèves. Moi, je dirais tout d'abord que l'institution éducation nationale part avec un handicap pour cette transformation digitale, tout simplement parce que rien que l'Académie de Grenoble, c'est 718 000 élèves et 50 000 personnels. Au niveau national, on multiplie par 20. Donc cette transformation numérique est vraiment quelque chose de difficile, du fait de la masse, du fait de la culture, du fait de la formation des enseignants. Cela dit, on a un atout, c'est la formation des enseignants. Alors, je vous arrête une petite seconde, parce que ça c'est très intéressant. On a combien de personnes dans les entreprises, dans les PME et dans les entreprises de taille intermédiaire aujourd'hui sur le territoire, en milliers? Est-ce que vous le savez? Combien vous représentez de personnes entre le nombre d'entreprises et le nombre d'entreprises qu'elles emploient, en milliers? Vous? Moi je dirais 25 000 sur la chambre de commerce du Nord-Isère, plus 28 000 sur la chambre de commerce ici, donc on est à 53 000 entreprises. Alors 53 000 entreprises avec une moyenne de combien de personnes? Sans compter l'artisanat, la moyenne doit être autour de 12-13 personnes. Donc on parle de 500 000 personnes, 600 000 personnes. Pierre, combien de personnes au total aujourd'hui? Combien de personnes à transformer? Les tailles d'entreprises de taille moyenne, les grandes entreprises de la région? En fait, là tu as parlé un peu sur la globalité. Sur la globalité. Je rejoins les chiffres que Jérôme... Donc au total, 700 000 personnes. Donc l'éducation nationale n'est pas exceptionnelle. Ces deux personnes ont 700 000 personnes à transformer, vous en avez autant à faire. C'est vrai. Avec cependant une administration centrale, ce qui a rendu d'ailleurs votre intervention extrêmement intéressante. Oui, concernant les élèves, on a évidemment à faire monter tous les élèves en compétences. Tous, quels qu'ils soient, parce qu'il y a fondamentalement une inégalité qui est due aux familles, et puis une difficulté à s'orienter, par exemple, dans les filières scientifiques. Très clairement, M. Collet disait ce matin, 85% des métiers de demain seront inventés d'ici quelques années et seront en lien avec le numérique. Dès lors, on a besoin de qualifier tous les élèves, je dirais à tous les niveaux, techniciens, ingénieurs. Le changement de paradigme, la transformation digitale, comme Peggy nous l'a dit ce matin, c'est qu'on ne peut plus parler de problèmes, on doit parler de solutions. Donc maintenant, quelles sont les solutions pour l'éducation nationale? Vous avez parlé de vos problèmes, c'est quoi les solutions? Alors, nos solutions, c'est tout d'abord une stratégie de partenariat qui est absolument essentielle. Là, vous êtes au cœur du système. Oui. Alors, partenariat avec les universités. Je pense par exemple au projet IFRAN. On a la chance à Grenoble d'avoir un site d'une excellence remarquable. Des projets importants menés avec les chercheurs. Donc, sur la pédagogie, on a des chercheurs qui travaillent avec nous sur le numérique et qui vont nous donner des résultats qui sont essentiels, savoir comment faire
pour transformer la façon d'enseigner afin que cela profite aux élèves. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, un partenariat avec les entreprises. Et ça, c'est essentiel. Alors, partenariat avec les entreprises, très bientôt, Dassault Systèmes. Nous avons des partenariats... Il y aura certainement d'autres noms à vous donner localement. Avec le CEA et Giant. Et je vais peut-être développer un exemple, Cisco. Avec Cisco, on a une plateforme de formation pour l'ensemble des enseignants de technologie, ensemble des enseignants de mathématiques également, sur l'apprentissage du code informatique. Ok. Je vais vous couper là, parce qu'on a l'essentiel de l'information ici. Ce qu'il faut juste retenir, et la raison pour laquelle je vous donnais un peu plus de temps, parce qu'aujourd'hui, du point de vue des entreprises, et donc je suis moi-même chef d'entreprise, notre vrai problème aujourd'hui, contrairement à ce qu'on entend, dans les entreprises en transformation digitale, donc dans des niches de population, le problème c'est le recrutement et donc les gens disponibles avec les bonnes formations et les bonnes qualifications. Donc je vais vous laisser un peu plus de temps pour qu'on puisse explorer ça un peu plus tard. Peggy. Alors du coup, moi, je vais prendre un autre angle. Moi, je structure souvent ma présentation sur la transformation, enfin, ou sur ma vision de la transformation, en disant, pour se transformer, il faut qu'une entreprise se transforme, il faut que chacun se transforme et chacun fasse différemment. Pour que chacun fasse différemment, il faut qu'il sache faire différemment, et c'est le sujet des compétences individuelles. Et après, du coup, je répondrai à la question. Ah ouais, mais je répondrai du coup juste sur le ego, ou pas. Mais en tout cas, voilà, compétences individuelles. Ensuite, le deuxième sujet, c'est il faut que je sache faire différemment, il faut que je puisse faire différemment. C'est-à-dire que mon cadre de travail, mon cadre de contraintes, que sont les outils, les processus, me le permettent. Et donc ça, c'est un deuxième aspect. Et puis un troisième aspect qu'on oublie souvent, c'est je sais faire différemment, je peux faire différemment, mais aujourd'hui, autour de moi, tout le monde fait comme avant, moi, je continue à faire comme avant. Et là, le sujet de je m'autorise à faire différemment, mon environnement m'autorise à faire différemment, et m'emmène à faire différemment, le sujet de la dynamique collective et de la culture collective et managériale, est fondamental. Et du coup, est-ce qu'on est tous égaux par rapport à ça? Sur les compétences individuelles, évidemment non, mais après la question c'est est-ce qu'on met les frontières, est-ce que les frontières sont bien là où on le pense? On va en parler. Voilà. Et puis sur le sujet des processus, évidemment quand on est, je pense, une plus petite structure, là on a plus de facilité à faire bouger plus vite. Et sur le sujet de la culture, ça se discute, mais évidemment, on sait tous qu'on fait bouger un gros paquebot plus lentement qu'un petit voilier. Voilà. Merci Peggy. Charles-Henri. Tout a été dit, parce que là on arrive de l'autre côté. J'ai une transformation de question pour Pierre. Non, c'est dur Alors, je crois que le mot le plus important, c'est le mot transformation. Hein. Et d'ailleurs, qu'elle soit digitale ou pas digitale, pour moi, c'est exactement les mêmes questions qui se posent. Simplement, là, on prend la limite de la technologie pour parler de transformation. Je pense que toutes les cas de transformation et toutes les théories autour du change montrent qu'on a toujours les mêmes débats. Alors, la petite entreprise, c'est vrai qu'il y a des enjeux, par exemple, de taille. Petite, a priori plus agile. Peut-être. Mais encore faut-il que les dirigeants soient prêts à changer. Et comme tu l'as dit... On va y revenir sur les dirigeants, voilà. Ils vont avoir... Non, justement, donc la taille est un enjeu, parce que évidemment c'est plus compliqué de faire bouger un éléphant. Hein. Donc la question. Ensuite, on a l'expérience, en fait, l'expérience des personnes, leur propre vécu, la répartition, par exemple, du nombre de geeks, etc. Quoi. Donc tout le monde n'est pas vraiment égaux. Il y a quand même des moyens de faciliter un peu la transformation. Je pense que d'ailleurs ce que tu fais pour ta propre entreprise, ça peut aider à cette transformation. Mais je crois que sur le fond, cette question de la transformation digitale reste la question du changement derrière. Et puis alors, ça pose des problèmes de culture, d'organisation, etc. Alors du coup, Pierre, je vais reformuler un peu, mais t'inquiète pas, c'est le même sujet. Est-ce que tu dirais véritablement que on oppose un peu ici les facilités aux difficultés de transformation en fonction de je suis petit, je suis moyen ou je suis très grand. Donc toi tu t'occupes plutôt des gens qui sont moyens et petits. Oui. Est-ce que tu dirais que c'est vrai ça? C'est vrai, oui et non. Moi je dis qu'il y a des idées à prendre de partout. On a au niveau du MEDEF un club numérique et j'adore y aller. J'adore voir ce qui se passe chez les petits, chez les gros. Et je dis il y a des idées à prendre. Moi par exemple pour mon entreprise, sur le numérique et tout, je suis allé prendre des idées justement quand je suis allé à des réunions comme ça, des clubs numériques, par rapport à des très grosses boîtes
qui ont mis en place des systèmes, alors qui ne vont pas s'adapter exactement pour mon entreprise comme ils l'ont fait eux, mais ça me permet, entre guillemets, de piquer l'idée. De dire, tiens, eux, ils ont travaillé sur ce sujet de telle manière. Donc moi, pour mon entreprise, il faut que je l'adapte, parce que je ne suis pas la même entreprise qu'eux, je n'ai pas la même structure, mais je peux l'adapter d'une certaine manière. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. C'est pour ça que moi, j'invite les gens tous égaux. Je dirais, non, on n'est pas forcément tous égaux, mais on a tous dans nos corps d'État ou dans les secteurs d'activité dans lesquels nous sommes, il peut y avoir des artisans, il peut y avoir des grosses entreprises, des gens dans le BTP, des gens dans l'alimentaire, etc., ou dans plein de choses. Et à ce moment-là, c'est à eux de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment aller dans le numérique, enfin dans l'amélioration, etc., par rapport à ce qu'ils voient, ce qui se passe. Moi, je suis très curieux et je suis très, entre guillemets, copieur. Depuis que j'ai pris la fonction que j'ai au niveau du MEDEF, je m'alimente beaucoup et je m'enrichis énormément de rencontrer beaucoup d'entreprises dans tous les secteurs d'activité et ça me permet de, entre guillemets, de copier un peu à droite, à gauche, tout pour voir ce qui se passe. Ok, donc le mot-clé, on retiendra que c'est s'adapter finalement. Si je suis capable de m'adapter, je suis capable de me transformer. Je vais faire la même chose avec la salle. Alors je vais chercher mes disruptifs, il y en a peut-être finalement quelques-uns. Qui répondrait oui au fait que nous soyons tous égaux pour nous transformer? Est-ce que quelqu'un dans la salle, qui répondrait oui? Levez la main. Ah, quand même. Alors, puisqu'il n'y en a qu'un, on va lui donner juste une minute. Le spectacle dans le 2.0 est toujours dans la salle, il faut le savoir, c'est comme ça que ça se passe. Une petite présentation. Tous égaux face à la nécessité. Tu viens de le redire, est-ce qu'on est tous égaux? Pas un cours de philo de 2 heures avant. Non, mais on est face à la nécessité de se transformer, on est tous égaux, mais on n'est pas tous égaux. C'est-à-dire on est tous égaux seulement par rapport à la nécessité de se transformer, parce que sinon, même dans la vie de tous les jours, on disparaît. Par contre, bien sûr, on n'est pas tous égaux et on ne va pas aborder le sujet de la même façon. Donc on n'a pas le choix, on est tous obligés de se transformer, qu'on soit égaux ou pas, c'est pas le sujet. Ok, on passe à la suite. Merci. Alors, je vais commencer par le milieu par Peggy, comme ça, pas de jaloux. Comment ancrer la révolution digitale dans la culture de l'entreprise? Alors, on a déjà eu beaucoup de clés dans ta conférence là-dessus, mais comment est-ce qu'on l'ancre? Oui, alors il faut que je précise que ah, oui. si on parle... Alors, la faute d'orthographe fait partie du système, hein, il faut le savoir. C'est assez drôle quand même, donc, parce qu'on va parler d'encre à l'heure du digital. Bon. Alors, ça, on pourra en reparler tous les deux de l'encre. Mais... Ok. Non, mais de l'encre avec... comment ancrer la révolution digitale dans la culture de l'entreprise? Oui, effectivement, j'ai pas mal Pour votre information, il y a 10 polytechniciens qui ont relu cette slide. J'en ai parlé un peu ce matin. Je pense que il y a le sujet de s'appuyer sur les initiatives du terrain, d'utiliser la viralité, le peer-to-peer ou le dialogue pair à pair. Il y a le sujet de répondre aux problèmes du terrain directement et donc de mettre l'utilisateur au centre. Et puis il y a le sujet de la posture des dirigeants, par exemple, on y faisait allusion tout à l'heure, et donc de nouveaux réflexes managériaux autour de la confiance, autour de j'arrête de poser les solutions avant les problèmes, je pose d'abord les problèmes et je fais confiance à mes collaborateurs pour qu'ils trouvent les solutions. On va en parler de ça aussi. Voilà, il y a plein de choses, mais je vais m'arrêter là. Alors comme maintenant, ça, je vais te faire un truc assez bizarre, c'est qui t'as envie d'entendre maintenant parmi les intervenants? Tu donnes le micro à celui que t'as envie d'entendre. Allez, Jérôme, parce que... Merci Peggy. Alors moi, l'encre, même l'autre, j'aime pas ça parce que l'encre, c'est un bateau immobile. Et on ne doit jamais être immobile. Donc, au niveau économie... ça veut dire qu'après la transformation digitale, il y en aura probablement une autre. Il y en aura une autre, et puis du coup, trop focaliser ces équipes sur attention les gars, là ce qu'on va changer c'est ça. Non, moi, j'ai repris mon entreprise il y a un peu plus de 15 ans.
Ce que j'ai fait, c'est habituer mes équipes au changement permanent, en leur faisant participer, en discutant sur la stratégie, mais de toute façon, des modifications, je sais ce que vous dire, ce que l'on va faire cette année, peut-être ce qu'on va faire l'année prochaine, mais ne me demandez pas de vous dire ce qu'on fera dans 3 ans. Ça, c'est déjà très très fort pour un chef d'entreprise. Hein. Voilà, bah, au début, j'étais pris comme pour un fou, mais à force de faire participer, ça change. Et donc, du coup, pour moi, la transformation digitale, c'est qu'une transformation comme une autre. Comment, j'ai envie de reformuler la question, de dire comment faire participer, comment optimiser cette transformation digitale. Et là, oui, je rejoindrai Peggy en disant que, pour résumer, c'est les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est les clients, les personnels et les dirigeants. Il faut que ces 3 parties-là soient entendues, écoutées, qu'on prenne leurs attentes à chacun, et lorsqu'on définit le plan d'action en prenant toutes ces attentes, après ça se déroule. Alors super intervention Yael. Moi je vais retourner la question. Comment est-ce qu'on fait pour ancrer à N la culture de l'entreprise dans l'éducation nationale? Je préfère ça à la révolution, parce que dans un ministère... Je m'adapte. Culture de l'entreprise dans l'éducation nationale, ça c'est une vraie question, parce que quand on propose aux enseignants, voire aux inspecteurs, dans toutes les couches de l'éducation nationale, un partenariat avec les entreprises, c'est pas quelque chose qui est gagné d'avance. C'est-à-dire qu'il est nécessaire d'expliquer, parce que dans notre service public, l'entreprise, pour beaucoup, pas pour tous, est quelque chose d'extérieur. Donc, c'est un ennemi. Bon, non, mais pour en on n'est pas là pour se faire des francs. Hein. C'est quoi le mot qui vient directement? Ça peut l'être parfois, mais on va se garder de toute généralisation, bien évidemment. Alors, nous, on a peut-être un projet qui est intéressant, qui est mené avec les collectivités et les entreprises, c'est les campus des métiers et des qualifications. On en a 4 dans notre académie. Ces campus des métiers et des qualifications, c'est un lieu où se réunissent les universités, les entreprises, l'éducation nationale, pour favoriser une filière. On en a parlé ce matin. Excusez-moi, Pierre, Jérôme, vous êtes au courant de ce dispositif? Ça, c'est ennuyeux. Non, mais ça y est, c'est... Maintenant, oui. Ça y est, c'est fait, mais on a effectivement... alors, je prends 2 exemples. Le campus des qualifications mécatroniques, qui se trouve à Cluses, et là, les entreprises du secteur, il est vrai que c'est ancré sur un bassin de formation. Ça a vocation à rayonner, elles viennent de démarrer. Et là, les entreprises de décolletage de la vallée de l'Arve sont vraiment impliquées. Ok, merci Yael. Charles-Henri. Il y a tellement de choses qui ont déjà été dites. Ah oui, il y a de quoi faire des débats sur chacune des questions d'environ 5 heures. Hein, donc la seule chose, comme tu viens de le dire, pour moi c'est une transformation, pas une révolution comme une autre. Je crois que l'enjeu clé, c'est les questions quand même d'angoisse. Les gens, dans tout changement, ne savent pas où on va aller. Donc le dirigeant, à mon avis, a quand même un rôle clé qui est quand même de montrer quelque part une vision. Je crois que l'enjeu pour le dirigeant, s'il a un rôle, même s'il devient ce qu'on appelle un servant leader, c'est-à-dire quelqu'un qui est au service d'eux, doit quand même montrer l'impulsion. Et après, c'est effectivement aux gens eux-mêmes à trouver des solutions et surtout à réduire ce stress. L'un des stress quand même les plus importants, et notamment avec l'arrivée, l'explosion de l'IA, de l'intelligence artificielle, c'est la disparition d'un certain nombre de métiers, parce que là on touche au cœur de certaines activités. Donc je crois pour ancrer cette révolution digitale, je crois que ça passe comme d'habitude par un certain nombre de symboles, de changements. Je prends juste un exemple et je termine. C'est l'exemple de ce dirigeant indien qui avait écrit là, il y a 7-8 ans un livre qui avait fait le buzz autour du monde qui s'appelle « Employé d'abord, client ensuite ». Vinay Nayar, que vous connaissez peut-être ce bouquin, quand vous regardez ce livre que j'ai découvert par hasard en 2010, juste après une intervention dans une business school indienne au centre de l'Inde à Hyderabad, il venait d'arriver dans les bibliothèques, dans les librairies, j'ai dit mais qui... Et quand on regarde le bouquin, en fait, il a simplement renversé réellement la pyramide, et que le digital a été l'un des outils qu'il a aidé à faire. Mais il y avait une vraie vision, et après il lâche
il lâche la prise, quoi, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est intéressant. Là, donc on peut amener les gens à s'approprier le digital. Je crois que c'est un leurre de faire l'imposition. Et je prends le dernier exemple, c'est les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les RSE. Non pas la RSE comme on a dit tout à l'heure, mais les RSE. Eh bien, vous apercevez aujourd'hui que même des boîtes comme Orange, je ne devrais pas le dire en public, ont du mal à faire passer leur RSE. Hein, attention, c'est pas parce qu'on met un outil digital que ça va fonctionner. Ça n'a jamais été comme ça. Moi, le seul exemple connu qui fonctionne, c'est celui que nous a donné Peggy, si c'est vrai, de RSE d'entreprise. Elle nous a dit ce matin que le RSE de la SNCF fonctionnait. Donc, s'il faudrait peut-être introspecter, c'est comment il y est arrivé, parce que c'est juste miraculeux. Et moi, je note autre chose d'intéressant dans la façon dont tu t'exprimes sur ce sujet-là, c'est que finalement, assez systématiquement, tu emploies une sémantique qui consiste à nous dire révolution digitale ou pas, rien de nouveau sous le soleil. Tu nous rappelles toujours que tous les process qui sont en cours sont des process qui ont toujours existé. On met des nouveaux mots, on fait du neuf avec du vieux, c'est systématique. Je vais juste te répondre. Mon collègue de l'ESCP qui vend depuis 3 ou 4 ans ce concept d'entreprise libérée, comme je lui ai dit un jour, je lui ai dit tu n'as fait que recycler un vieux concept qu'on retrouve chez Hyacinthe Dubreuil dans ses livres des années 30, qu'on retrouve chez Volvo à Calmar dans les années 70 avec la création des équipes semi-autonomes. C'est-à-dire que la libération des entreprises, c'est un vrai thème, et je pense que le digital, d'ailleurs, y contribue un petit peu, mais c'est quand même une problématique très ancienne. On donne du pouvoir aux gens, quoi. Il n'y a quand même pas d'extraordinaire. On fera plaisir à notre ancien président, c'est-à-dire que rien ne se crée, tout se transforme, hein, c'est la base des lois de la physique. Pierre? Alors, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je compléterai juste une chose. Aujourd'hui, dans les entreprises, tout ce qui a été dit, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut que le chef d'entreprise donne l'impulsion. Mais surtout, au niveau des collaborateurs, il faut qu'ils soient convaincus. Il faut qu'ils soient motivés, qu'ils en aient l'envie et qu'ils aillent... Parce que, si vous voulez, dans une entreprise, quand vous donnez un travail à faire à un collaborateur, s'il n'est pas convaincu, s'il n'a pas envie, il n'avancera pas, c'est automatique, c'est humain. Surtout si c'est le patron qui gagne. Non mais voilà, c'est humain. Il faut entraîner le collaborateur dans le sujet, si vous voulez, avec le chef d'entreprise donne l'impulsion. Il faut que le collaborateur vienne, soit convaincu, qu'il soit au même titre que le chef d'entreprise, qu'il veuille faire cette révolution, si vous voulez, et qu'il aille dans le sujet voulu, etc. Tu l'as fait chez toi, du coup, comment tu t'y es pris? Comment? Tu l'as fait chez toi, comment tu t'y es pris? Moi, je fais collaborer les gens autour d'un sujet, c'est-à-dire que quand il y a un nouveau sujet qui vient, on se voit, on fait des codires, on en discute avec les collaborateurs, on dit voilà, il y a telle idée, puis des fois émerge une nouvelle idée en disant non, je pense qu'il ne faut pas le prendre comme ça, il faut le prendre comme ça, parce qu'en fait, ce sont eux qui sont sur le terrain, plus que moi, quelque part. Donc à un moment donné, ils peuvent m'amener une idée complémentaire, je leur dis oui, mais moi j'ai vu chez un tel ça. Parce que vous n'êtes pas dans les grandes entreprises qu'il se trouve qu'avec la fonction que j'ai, je vois ce qui se passe ailleurs. Vous, par contre, vous voyez ce qui se passe dans l'entreprise, sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que ça matche. Et à ce moment-là, on part dans une direction ensemble. Ok, super. Par rapport à pour l'audience, pardon. Excusez-moi, voilà. Donc, comment on ancre la révolution dans l'entreprise? Alors, si on parle d'ancrer avec un A et pas avec un E, combien d'entre vous jugent que c'est possible et combien jugent d'entre vous que c'est impossible? Possible. Qu'est-ce qui est possible? D'ancrer une transformation digitale de manière... alors, l'ancrer au sens positif du terme, parce que ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure est plein de sens, donc l'ancrer au sens positif. Est-ce que véritablement on peut ancrer cette transformation dans une organisation complexe? Est-ce qu'on peut le faire? C'est possible. Alors, le disruptif, qui pense que c'est pas possible? Toujours pas. Ah, monsieur. Je pense plutôt que c'est de continuer à le faire vivre. C'est-à-dire l'ancrer à un moment donné, c'est relativement facile, avec tous les guillemets qu'on peut mettre autour. Par contre, 2 ans, 5 ans, 10 ans après, à fur et à mesure que les organisations ont changé, ont évolué, c'est beaucoup plus difficile de maintenir. donc comment on n'use pas en fait? Voilà. Ok, merci. Alors, question suivante. Alors, quelles sont les barrières? Alors, juste, je vais repréciser des chiffres qui sont tout à fait actualisés. 84% des entreprises échouent dans leur transformation digitale. Et le chiffre le plus hallucinant, c'est que 50% des entreprises du classement des Fortune 500 présentes en l'an 2000 ont disparu. D'accord?
Donc, c'est sans doute ce qui fait dire à plein de gens, si on ne se transforme pas, on est mort. Là, vous avez une statistique qui vous prouve par A plus B que, effectivement, sans transformation, vous êtes mort ou vous êtes racheté, vous êtes absorbé. Pierre, quelles sont les barrières les plus importantes? Qu'est-ce qui fait que 250 boîtes parmi les 500 plus grandes du monde disparaissent en l'espace de 10 ans? Soit elles sont rachetées, peut-être. Elles sont rachetées, absorbées par d'autres, etc. Ou alors elles se regroupent. Je connaissais pas ces chiffres, effectivement. Moi, je pense qu'effectivement, comme le disait monsieur, quand il y a une transformation comme ça dans les entreprises, il faut effectivement toujours les faire évoluer, toujours être attentif à ce qui se passe, etc. etc. Donc voilà, je pense que... Alors après, bon... Là, je vous amène un peu quelques éléments de réponse, en fait, dans l'ordre d'importance. Alors ça, c'est une étude qui a été faite par Harvard, qui est sortie cet été. Hein, et donc, vous avez devant les yeux, par ordre de difficulté d'importance, en fait, statistiquement, ce qui ressort. Donc la première, c'est capacité à travailler avec de la donnée. Les entreprises, dans leur grande majorité, s'avèrent incapables de travailler avec de la donnée. Ça nécessite d'autres types de compétences. Très souvent, elles découvrent qu'elles n'ont pas la donnée. Deuxième chose, la difficulté à collaborer. L'aspect collaboratif est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Hein. On parle d'intelligence collective, c'est très compliqué. Le troisième point, c'est structure de l'organisation. Et la structure de l'organisation, c'est tout simplement le fonctionnement en silo. Donc ce matin, un des intervenants a parlé du fonctionnement en silo des entreprises. Et ce fonctionnement en silo a tendance à détruire complètement les organisations qui campent sur ce système-là. La résistance au changement, on en a parlé, le manque de compétences digitales, les ressources, et enfin, 7, le budget. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, le budget arrive en 7e position. Alors c'est là où l'étude est un tout petit peu faussée à mon avis, c'est qu'elle met en avant que les transformations digitales échouent parce que les membres dirigeants de ces sociétés-là ne fonctionnent pas d'un commun accord sur la nécessité de se transformer et donc ne donnent pas les moyens à cette transformation-là. Donc on part d'abord d'un problème d'état d'esprit du management qui génère ensuite éventuellement un problème budgétaire. D'accord ? Mais les deux sont fortement corrélés. Donc l'argent sur les grands groupes, hein, parce que là l'étude d'Harvard porte sur les Fortune 500 et plus, donc on est vraiment sur les grands groupes. Des commentaires, Pierre? Ouais, juste un commentaire. J'étais en début de semaine avec chef d'entreprise d'une très grosse société de distribution qui a mis en place justement de ventes sur Internet dans ses magasins. Il a mis en place pour que les gens puissent acheter et venir chercher, etc. Digital in-store. Voilà, exactement. Il m'expliquait que pendant les 2-3 premières années, ça lui a coûté énormément d'argent. Mais aujourd'hui, 5 ans après, il récolte le fruit de tout ce qu'il a mis en place et il a augmenté ses ventes de 50-60%. Donc on est d'accord que ça, seul un dirigeant peut prendre ce genre de décision. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois résistance au changement, etc., il a dit j'ai dû lutter parce qu'effectivement les financiers disaient mais ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher et tout. Aujourd'hui, voilà, le résultat est là, il a augmenté son chiffre. Super. Je vois, il y a quelqu'un qui est pressé, qui doit partir. Je ne suis pas fâché. C'est dommage. Absolument pas. Tu veux dire un mot? Oui. Oui, je suis vraiment désolé. Je dois vous quitter en plein milieu de table ronde. Cela dit, il reste ici un représentant de l'éducation nationale en la personne de l'éminent Pascal Boiry. Merci à toi. Alors Pascal, désolé, mais il va falloir prendre le siège. Désolé de vous quitter en cours, sachant que c'est passionnant. Merci. Bon. Alors, juste, bon, on les voit, tu vois, sans même avoir vu ce tableau. Alors, c'est vrai que la capacité à travailler de la donnée, bon, là, c'est vraiment des problèmes de compétences. Et d'ailleurs, dans les interventions de ce matin, on parlait des besoins de formation énormes qu'on va avoir. D'ailleurs, c'est le Centre d'études de l'emploi et puis des études récentes qui ont été publiées en septembre et octobre montrent qu'on va avoir des déficits de, je crois en France, ça doit être de près de 100 000 personnes minimum formées à la data, etc. Au UK, c'est 190 000, en Allemagne, c'est 150 000. D'ici 2020, à l'horizon 2020, donc c'est quand même dans pas très longtemps. Donc ça veut dire que les instituts de formation
Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les points 2, 3, 4, etc. Parce que ce sont des points qui touchent à ce que je crois être le fond des problèmes de transformation. Quand on voit que c'est difficulté de collaborer, structure d'organisation, tu as dit, le silo, de toute façon, toutes les entreprises, par exemple, il y a une vieille théorie en management qui s'appelle différenciation et intégration, ça date des années 60, tu te rends compte? J'ai pas souvent la citer. En fait. Mais en fait, pourquoi ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient une entreprise grandit, elle doit se structurer en se différenciant parce qu'elle répond à des problématiques de plus en plus complexes. Donc on va recruter, on va créer un nouveau département pour tel et tel problème, on va créer une nouvelle... Bon, ça c'est la différenciation. Le vrai problème des entreprises différenciées, et toutes les entreprises dans cette salle se sont différenciées à fur et à mesure, eh bien c'est de créer des modalités de collaboration et de coopération. Et donc, quand il parlait d'intégration, tu vois, dans les années 60, il parlait par exemple déjà des groupes, des task force, des groupes projets, etc. Des choses, évidemment, qui sont aujourd'hui énormément, potentiellement, facilitées par le digital. Mais c'est pas parce qu'on a l'outil digital que les gens vont collaborer. J'en ai ras-le-bol d'entendre que le mot d'ordre aujourd'hui digital, c'est la collaboration. Or, les gens ne collaborent pas naturellement. Il faut, et comme tu le dis toi-même, il faut qu'ils trouvent un intérêt eux-mêmes à collaborer. D'ailleurs, résistance au changement, c'est ce que dit Dupuis, là, qui est un sociologue très connu, qui a écrit Lost in Management 1 et 2. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en fait, il n'y a pas de résistance au changement. Les gens ne résistent pas. Les gens, simplement, mettent en balance la nécessité de changer ou pas changer. Et si on leur explique le pourquoi, c'est-à-dire on leur donnait un sens au changement, cette résistance disparaît en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire? Peggy, je te vois approuver une négation. Une négation par rapport à ce que dit Charles-Henri? Non, je pense que j'étais d'accord avec tout. Je vais pas juste pas être d'accord pour le plaisir. Non, pour moi, par rapport à la question d'avant et celle-là, ce que ça souligne, c'est tout simplement que notre enjeu aujourd'hui, j'allais dire, c'est pas la transformation digitale. Notre enjeu, c'est d'augmenter drastiquement la capacité d'adaptation, la capacité de transformation de nos organisations et de nos entreprises. Mais comme ça, tu résous 2, 3, 4 et éventuellement 5. Alors, Pascal, merci de nous avoir rejoints. Donc, je préviens toute personne qui quitte la salle, il y a son remplaçant qui arrive sur un siège. Donc, vous les gardez le plus longtemps possible. Bien, pour nous, on serait plutôt sur le 2 et sur le 4. La difficulté à collaborer, ce qui n'est pas surprenant, parce que pourquoi devient-on prof? On devient prof parce qu'on aime bien une discipline, parce qu'on aime bien qu'on nous fiche la paix, et parce qu'on aime bien les jeunes. Et donc on demande aux enseignants maintenant de travailler en équipe. Mais ils n'ont pas, dans leur ADN, ils ne sont pas faits pour travailler en équipe. Donc ça pose des difficultés. Et donc le point 4... Les jeunes ou les profs? Les profs, les jeunes profs. Mais les moins jeunes également. Et ça, donc on rejoint le point 4 automatiquement, du coup ça génère une résistance au changement, puisque du coup ils sont un petit peu en décalage par rapport au modèle de recrutement qu'il y a eu, et le modèle de recrutement n'a pas encore évolué. Ils recrutent toujours des gens parce qu'ils ont des compétences disciplinaires, et pas parce qu'ils sont capables de travailler en équipe ou mener un projet ou des choses. Alors on en reparlera, mais les modèles de recrutement ont évolué dans les entreprises transformées. Mais ça serait intéressant d'en parler. Voilà, dans les entreprises. Jérôme, les barrières des PME, TPE. Rien à rajouter. Moi je dirais que la difficulté à collaborer, les structures d'organisation et la résistance au changement, quand on est trois, je le vis de moins en moins. Dans les petites structures, on communique, on partage, et je crois qu'on a tous compris que de toute façon, c'est pas parce que le dirigeant décide quelque chose que ça va se faire. Au contraire, et pour reprendre un des exemples que citait Pierre tout à l'heure, même le top, c'est carrément que ça vienne des collaborateurs. C'est-à-dire qu'on met sur la table un sujet, et puis ensuite, il faut que ça vienne d'eux, et quand ça vient d'eux, ils le portent. Donc, c'est pas vraiment ça, moi, les difficultés. Je dirais que c'est plus au niveau compétences et ressources, ça va avec. C'est plutôt les trois derniers points. Alors, exceptionnellement, j'ai pas de questions à poser à la salle, parce que sur ce sujet, ce serait trop long. Alors, quels impacts pour son organisation? Donc on arrive dans un grand chapitre, donc on se doute bien que c'est le temps de changer. Et la première question, c'est comment est-ce qu'on transforme les difficultés, vous observerez la sémantique, on ne parle plus de problème, en opportunités positives de grandir et d'explorer. En clair, comment, dans mon organisation, je bannis le mot problème pour qu'il se transforme en opportunité de grandir. Qui veut jouer? Levez la main. Parmi les 5, le premier. Allez.
Peggy. Alors, pour une fois, je commence. J'en ai pas un cours sur l'histoire de l'industrie, hein. Un truc maintenant, là. Non, mais les difficultés en opportunité de grandir et d'explorer. Alors, tout dépend comment on prend la question. Si c'est au niveau du dirigeant, du top management, ça va lui permettre effectivement de voir que le digital lui offre effectivement des business complètement nouveaux. C'est un peu ce que tu disais quand ils ont décidé dans cette boîte de distribution de faire le mariage du virtuel et du réel, quoi, avec les achats. C'est une opportunité alors c'est sans doute dur au début. C'est-à-dire que ça peut être considéré comme pas forcément une opportunité, mais on voit les effets. Comment j'explique à un cerveau gaulois qu'il n'y a plus de problème? Il n'y a pas de problème, il n'y a que des opportunités. C'est de lui dire finalement que le monde a considérablement évolué, quoi. Il le voit lui-même. Faire référence à le fait qu'il voit le monde évoluer lui pose un problème. Ah oui, mais sauf là on a peut-être des effets de génération. Et des effets de génération, donc il voit même ses propres enfants, en l'occurrence, qui se comportent complètement différemment. Donc en fait, c'est peut-être lui montrer que ce sont ses futurs clients, ses enfants, et donc c'est peut-être la capacité pour lui à évoluer. Alors maintenant, au niveau de son entreprise, c'est d'avoir effectivement un message qui va rassurer, qui va dire que le business dans lequel on est en train d'être... Mon prochain candidat va être la salle. Levez la main ceux qui voient des enfants rentrer chez eux de façon positive, avec de l'envie, avec l'envie de faire quelque chose, en ayant rencontré probablement des problèmes dans leur journée, mais qui rentrent quasiment systématiquement avec un esprit positif à la maison. Levez la main. Tous les pommes de l'âge. Et vous avez le droit de jouer aussi, hein. Les petits enfants, ça marche. Bon, donc vous voyez que ça fait quand même pas grand monde. Et probablement que dans cette salle, il y a beaucoup d'enfants qui évoluent dans des milieux où on les stimule intellectuellement, où on leur donne des tas d'opportunités de grandir. Et malgré ça, vous êtes une toute petite minorité à avoir des enfants qui rentrent avec la attends, je complète la question. Maintenant, c'est du point de vue de l'éducation, je reviens sur votre responsabilité. C'est sans doute de transformer aussi les modalités d'éducation. On a toujours été on va y venir. Donc voilà, je pense que si on lâchait un petit peu et faire ce qu'on appelle aujourd'hui la pédagogie inversée, même pour nous les profs de grande école, on pourrait s'interroger. Donc il y a toute cette révolution à faire au niveau de la formation au départ. Alors Pierre, tu n'as pas levé la main ni pour tes enfants, ni pour la boîte. Comment tu gères ça? C'est un peu ce que alors, tout d'abord, je dirais que j'ai écouté tout à l'heure effectivement quand les gens lèvent la main pour dire les enfants viennent. Aujourd'hui, ils sont malheureusement un petit peu sous les effets de tout ce qui se passe au niveau de la communication, la presse, etc., etc. Quand on allume la télé le soir et qu'on regarde les informations avec les catastrophes. Donc c'est vrai que c'est difficile effectivement de venir et dire voilà, j'ai des bonnes idées. Mais si effectivement, moi j'ai deux enfants, une fille et un garçon, et ils arrivent effectivement parfois motivés avec des idées plein la tête, etc., etc. Alors on en discute. Effectivement, il y a des opportunités positives qui se créent au niveau des enfants. Et quand ça t'arrive, ça génère quelle émotion chez toi? C'est quoi ta réaction? Quand ils ont une idée... Quand t'arrives et que, tiens, il est rentré content aujourd'hui, il va me balancer n'importe quoi et il faut que je réponde, il faut que j'agisse. Comment tu ressens ça? Ah ben j'adore. Voilà. Et avec les collaborateurs? Comment? Avec mes collaborateurs? Ouais. Ouais, avec mes collaborateurs, j'adore aussi. Moi j'adore quand il y a des idées qui émergent dans l'entreprise. C'est super, ça veut dire d'abord que les gens sont motivés, et puis après on en discute entre nous pour voir quelles sont les solutions. Alors parfois il y a des choses qui ne sont pas adaptées à l'entreprise. Le tout c'est d'arriver pour ne pas les démotiver, à leur faire comprendre que ce n'est pas forcément la voie qu'il faut suivre, etc., etc. Mais bon, sinon il faut essayer de les encourager et de les motiver. J'aimerais qu'il va t'arracher le micro. Oui, juste par rapport... je reviens l'autre jour à la maison, je vois mon fils qui est depuis 8 ans dans la haute finance à Londres, chez JP Morgan, avec un sac à dos un peu bizarre. Je lui dis, mais d'où il vient ce sac à dos? Je le trouvais une forme. En fait, c'est un produit, et ça fait 3 mois qu'il travaille sur un nouveau concept de sac à dos. Je ne savais même pas qu'il était en train de lancer une start-up. Il a fait travailler déjà 10 fois des Chinois. Donc à distance, tout ça, ça se passe par Internet. Il fait des prototypes et il vient de trouver. Moi, j'ai trouvé ça formidable parce qu'il s'emmerde dans la finance. Donc il me dit bon, je fais pas mal. Effectivement, il fait pas mal d'argent, sans doute plus que moi. Mais par contre, il a envie de faire autre chose. J'ai trouvé ça formidable. Qu'à 32 ans, il veuille, toi, se dire, rebondir. Alors, Peggy, la dernière fois que tu as vu un syndicaliste arriver avec une envie, une patate d'enfer pour faire transformer l'entreprise, c'était quand?
il n'y a pas si longtemps. J'étais sûr que c'était forcément. En fait, j'ai profité d'une initiative qui a été lancée par une personne qui a maintenant quitté la SNCF, qui était... Les bons partent. Comment? Les bons partent. Sans commentaire. Et donc j'étais il y a, je sais plus, 15 jours, ou même pas, dans une assemblée où on était à parts égales entre représentants des organisations syndicales et représentants de dirigeants, enfin voilà. Et on a travaillé sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences avec le digital, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte que hors des instances et des postures classiques des uns et des autres, on était plutôt d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, de toute façon, il y avait de tels changements dans ce qui nous entoure que le sujet, c'était d'abord de faire en sorte que les collaborateurs déclarent leurs compétences, qu'on gère ça à des échelles régionales, etc., sans que ça choque personne, encore une fois, dans la salle. Voilà, c'est un exemple, mais oui, ça arrive. Et moi, je pars du principe que quand on s'adresse à la personne qui est en face de soi, quelle qu'elle soit, avec respect, en général, on arrive à faire avancer beaucoup de choses. Alors, si un de tes anciens éminents professeurs t'appelle pour te dire il faut absolument que vous écriviez un bouquin sur ce que vous avez fait à la SNCF, tu sauras d'où ça vient. On va pouvoir continuer. Pascal. Dans l'éducation nationale, le numérique et le digital ne transforment pas tellement les pratiques. C'est plutôt l'état d'esprit de l'enseignant qui va se saisir du numérique ou du digital et ça va faire caisse résonance avec des pratiques qu'il avait déjà. Alors il y a à la marge, il peut y avoir des enseignants qui évoluent. En général, c'est des enseignants qui ont déjà un certain état d'esprit qui vont se saisir plus facilement du digital et le numérique va leur permettre d'aller beaucoup plus loin. Alors je vais te raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. J'ai professeur d'école de primaire, d'une toute petite école d'un village de Paumé en Chartreuse, qui est la maîtresse de mes enfants, et elle essaye d'innover, elle me dit est-ce que vous pouvez pas venir avec un de vos robots, parce qu'elle m'avait joué avec un robot et les enfants au cours d'un anniversaire, et je suis venu avec un robot, et elle a voulu l'intégrer dans la classe. Et je lui ai laissé le robot. Elle n'avait pas les moyens de se l'acheter, voilà. Et elle a une visite de son, je ne sais pas comment ça s'appelle, de son inspecteur, qui lui a dit texto, madame, ceci n'est pas compatible avec notre programme, et les programmes qu'on fait sur vos enfants, vous avez autre chose à faire. Qu'est-ce qu'on fait? La révolution, elle est à faire chez les inspecteurs aussi, ou chez les... Non, mais c'est le problème du système éducatif, c'est que c'est un état. Derrière le numérique, il y a la dimension numérique et digitale, mais il y a la dimension état d'esprit. Et je reviens sur les problématiques de recrutement, parce que qu'est-ce que c'est qu'un inspecteur? J'ai défini un prof tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'un inspecteur? C'est un prof, pas au carré, mais qui a devenu, comme moi, pardon, qui a voulu aller au-delà, et soit pour faire bouger les choses, soit pour être dans une position de manager ou autre chose, ou de chef. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Pareil pour certains chefs d'établissement. Donc voilà, disons qu'il y a deux types de publics dans l'éducation nationale. Il y a des enseignants qui sont très engagés, qui veulent faire bouger les choses, et qui sont dans une dynamique forte, et qui se saisissent de tous ces éléments, qui font travailler leurs éléments d'équipe, qui s'exposent au risque. Il y a un rapport au danger aussi, un rapport au risque. Ils sont très exposés. Voilà. Ceux qui essayent sont très exposés, manifestement. Ouais. Mais non, parce qu'après, il faut relativiser aussi. Hein. C'est pas parce que l'inspecteur a dit. Alors après, le premier degré et le second degré, il y a des petites différences entre les deux. Hein. Il y a une hiérarchisation. Non, mais il y a une hiérarchisation beaucoup plus marquée dans le premier degré que dans le second degré, une autonomie beaucoup plus grande dans le second degré que dans le premier degré. Donc on va avoir peut-être plus d'initiatives dans le second degré que dans le premier degré. Alors on en reparlera de ça, parce que à l'endroit même où les enseignements fondamentaux s'acquièrent, c'est le moment où on n'a pas de liberté. Il y a juste un truc. Oui, non, mais il y a un souci. Mais simplement pour en rajouter, quand est-ce que les élèves sont très autonomes? Je caricature un peu, mais pas beaucoup. Quand est-ce que les élèves sont très autonomes? Quand ils sont bébés. En grande section maternelle. Et donc ça interroge le système. Peggy rêve de répondre. Non, je voulais juste rajouter un point, parce que tout à l'heure, avant que tu me poses la question, je m'apprêtais à répondre à celle-là, et quand même à revenir à un sujet qui chez nous est fondamental, c'est comment transformer les difficultés, déjà en les mettant à jour,
dans une entreprise où l'erreur renvoie à la sécurité, et autant dire à des sujets extrêmement sensibles. Et ça c'est un vrai gros point d'accroche, difficile, parce que dire qu'on transforme, enfin encore une fois, dire qu'il y a des difficultés, c'est déjà un premier pas pour que ça se transforme en opportunité. Et dire qu'il y a des difficultés, ça veut dire transformer toute une manière de manager qui considère que, moi j'ai entendu, alors il y a déjà quelques années maintenant, mais quand même, un dirigeant de la SNCF dire le droit à l'erreur, c'est pas possible. Dans notre entreprise, c'est pas possible. Or, si, évidemment, c'est possible, parce que de toute façon, des erreurs, il y en a tout le temps, tous les jours. Mais du coup, ce sujet de la confiance et du droit à l'erreur dans une entreprise où la valeur sécurité est omniprésente, c'est un gros, vrai sujet de comment on transforme les difficultés en opportunités. Voilà. C'était juste pour rajouter, et c'était en lien avec le sujet de la prise de risque. Voilà. Ok, il n'y a pas d'erreur, souvent il y a des erreurs, mais il y a beaucoup de fautes, on transforme l'erreur en faute. On parle de faute d'orthographe, on ne parle pas d'erreur d'orthographe, on sacralise, voilà, on sacralise l'erreur en faute, même s'il y a quand même des problèmes de sécurité dans la gestion des jeux. Jérôme. Je voulais parler du droit à l'erreur, mais bon, merci. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est effectivement là on est sur un problème de fond, enfin c'est pas un problème, on est sur un sujet de fond. Le sujet de fond, moi, la CPME, j'aime bien dire que de toute façon, les chefs d'entreprise, on est d'irréductibles, pas gaulois, mais d'irréductibles optimistes. Puisque de toute façon, avec tout ce que l'on résout tous les jours, une belle journée, c'est une journée qui se finit quand on a résolu toutes les difficultés de la journée. Après, c'est aussi une façon de communiquer à titre personnel. Souvent dans le bureau de la direction, quand on vient toc-toc, c'est pas pour annoncer une bonne nouvelle. On prendra une occasion autre et diverse pour annoncer une bonne nouvelle, mais c'est pour dire, chef... Ils n'ont pas le droit de venir pour les mauvaises, hein, tu peux régler ça facilement. Chef, il y a un problème. Et après, c'est une façon d'accueillir la difficulté, le problème, ça existe, il y a le droit à l'erreur, et puis il y a chouette, donc ça veut dire qu'on va chercher une solution. La deuxième étape, c'est pas on va chercher une solution, c'est bon, alors redéfinis-le et toi, qu'est-ce que tu ferais? Et à force de répéter cette dynamique face à la difficulté, aujourd'hui mes collaborateurs, ils viennent plus me voir en disant j'ai un problème, ils viennent me dire il y avait un problème et je ferais bien comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, déjà, arriver avec une tendance de solution, je trouve que c'est un énorme progrès. Ce témoignage est fabuleux, merci. On va aller à la suite. Alors, qui pilote la transformation digitale? Les chiffres que vous avez là, alors c'est des anglicismes, donc CMO c'est Chief Marketing Officer, c'est donc la direction marketing, CEO la direction générale, CIO, CTO la direction technique et informatique, CDO Chief Data Officer, donc les gens qui gèrent la data, et le CXO, 5%, c'est les gens qui gèrent l'expérience utilisateur. Donc tous ces chiffres, je les sors toujours de cette étude d'Harvard, qui vous indique en fait dans les grandes organisations qui pilotent la transformation digitale. Alors là c'est une réponse assez simple, je vous demande c'est chez vous, dans vos expériences, pour vous, ou pour vous plutôt, qui devrait naturellement piloter la transformation digitale? Et moi il me semble qu'il y a un seul acteur qui manque, c'est le CHRO, c'est-à-dire le Chief Human Resource Officer, je le vois absolument pas, c'est quand même extraordinaire, alors que tous les problèmes liés à la transformation digitale sont des problèmes de culture, de management, d'organisation. C'est quand même bizarre. Comme toi, ils sont mal défendus. Non, mais soyons clairs, mais là, les gens qui me connaissent dans la salle, il y avait tout à l'heure, il y a mon ami Christian Aubeau, il le sait très bien, ça fait 30 ans que je dis que la fonction RH devrait être une vraie place dans les COMEX, elle ne l'est pas, et on le voit là. Je veux dire, c'est extraordinaire, il n'y a pas 1% de CHRO ou DRH, c'est HRM, c'est quand même incroyable. Désolé. Bon, non, mais je vous le dis. Je ne sais pas ce que tu en penses. Vas-y. Dans le cas de la SNCF, je pense que Ambrosini, le DGRH, est quand même particulièrement impliqué. Hein. À ton avis, non, pas trop. Alors, elle est contrainte du politiquement correct dans son organisation. On peut répondre à sa place, en fait. Non, ce que j'allais sans me prononcer sur les personnes en place, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que, en tout cas, dans ce que je connais de l'historique de la fonction RH à la SNCF,
Et je ne connais pas, j'ai fait 10 ans hein, à peu près dans mon parcours, donc, mais j'avais pas la même acuité dans les 10 premières années que je l'ai maintenant. Donc je ne sais pas dire si c'est vrai ce que je vais dire pour les autres entreprises. Mais en tout cas, de ce que je connais, moi je trouve que la transformation, c'est un sujet qui doit être porté au niveau stratégique et que ça doit être ni du côté de la performance du métier, des directions voilà, opérationnelles, ni du côté des RH. Parce que à ce moment-là, ça devient un truc qui est soit fait pour faire, voilà, faire de la perf, soit fait pour du bien-être, et c'est pas pris par les opérationnels au niveau où ça doit être, à savoir quelque chose qui, en lien avec des enjeux opérationnels, va permettre de transformer en profondeur et donc d'arriver à augmenter la capacité de transformation, comme je disais tout à l'heure. Ben oui, c'est le CEO avec éventuellement Alors, après des... Quand vous aurez tous répondu, je vous donnerai un autre chiffre qui finira de valider tout ça et d'expliquer les 87% d'échecs. Le CEO aussi, moi je pense effectivement qu'il doit, voilà, je fais court, mais voilà, moi je pense que c'est lui qui doit effectivement... Alors, Jérôme, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Alors, dans le pilote, et Pierre, ça aurait pu en parler de pilotage. C'est le mot pilote, moi, qui m'interpelle. En fait, la transformation digitale, à ma façon de la voir et de la manager, je reviens toujours sur les parties prenantes. C'est-à-dire que la transformation digitale, tout à l'heure, j'ai exposé qu'elle peut intervenir à plusieurs endroits. Alors si c'est au niveau communication, la meilleure partie prenante, c'est soit, chez moi, c'est la responsable marketing, et après, par contre, dans le comité de pilotage de ça, il faut faire intervenir les commerciaux qui sont sur le terrain. Par contre, là, on va mettre la gestion code-barre en place à partir du premier trimestre. Quel est le premier intéressé? Le magasinier. C'est le magasinier qui pilote. Et c'est les parties prenantes. Et donc c'est pour ça que moi ce schéma il m'interpelle, mais ça va dépendre aussi, je pense, de la taille de la structure. Mais dans une petite structure, pour moi, je suis toujours sur la logique de partie prenante, il se l'approprie et après il le pilote. Alors comme tu as l'air d'aimer énormément la sémantique, le pilotage est quelque chose de distant par rapport au management. Donc le pilotage, c'est celui qui initie l'action, il pilote, avant que l'action se fasse, ici on parle de la voiture, juste pour que Pierre puisse suivre. Donc on initie une action et la réaction se fait avec l'outil. Et donc la réaction, c'est le management. Donc c'est pour ça qu'on parle de pilotage ici, c'est pas, je suis pas management, donc il faut initier la réaction. Est-ce que dans l'éducation nationale, bon là... dans l'éducation nationale, il y a un ministre. Oui, mais vous n'arrêtez pas de lui faire de la résistance. Oui, non, mais il y a un ministre qui définit des orientations, après il y a un directeur du numérique éducatif qui définit le cadre dans lequel elles vont se développer, et ensuite il y a l'application sur le terrain par les DAN, l'IAL et les recteurs. Mais je crois que c'est important aussi la différence, enfin, il y a des choses qui se mettent en place dans les établissements, c'est-à-dire il peut y avoir un enseignant qui, à travers ce qu'il développe justement, un enseignant qui est dans l'innovation à travers ce qu'il développe, mais finalement va avoir un rôle de pilotage dans l'établissement qui va être assez important. Il y a des référents numériques dans les établissements, et certains référents numériques peuvent avoir un rôle de pilotage au niveau de l'établissement, c'est-à-dire que si le chef d'établissement leur fait confiance, hein, eh bien ce sont eux qui vont proposer les grands axes au chef d'établissement qui va acter, ou les proposer au conseil d'administration qui va acter. Je vous remercie Yael pour la patate chaude qu'il vous a transmise. Hein. Oui, de rien. Donc je vais vous donner un autre chiffre. Vous disiez que 87% des transformations digitales échouent. Les transformations qui réussissent sont à 80% initiées par le CEO et pilotées par le CEO. En clair, parce que quand vous allez vous transformer digitalement parlant, vous allez passer des années à prendre des décisions qui sont des inepties financières. La seule façon de réussir une transformation digitale, c'est d'élever assez fortement son niveau de risque. La seule façon d'élever son niveau de risque, le seul qui puisse piloter ça et prendre ces décisions, c'est le dirigeant. Et donc voilà, donc c'est un chiffre très intéressant. On voit les CDO, donc là-dedans ça vous donne qui fait, mais ça ne vous donne pas qui réussit. Donc je vous donnais ces précisions de chiffres pour savoir qui réussit dans ces cas-là. Est-ce que la salle a quelque chose à dire par rapport à ça? La première main qui se lève est celle qui parle. Top, notre président. Merci pour tous ces échanges. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est on a
pas parlé des entrepreneurs de demain, qui sont les milléniaux, qui eux... qui sont déjà très aguerris par rapport à ces questions-là. Et peut-être c'est eux qui vont amener ou pousser vers les changements déjà en tant que client, usager, etc. Mais peut-être aussi il faut penser un jour à ce qu'on puisse étudier la question, réfléchir sur l'entrepreneur de demain et son rapport au digital et à toutes ces questions de transformation. Merci. On va terminer sur cette question-là, qui est en fait très importante, qui est assez corrélée à celle d'avant. Et en fait, c'est presque la réponse est dans la question, mais elle est extrêmement importante parce que tant qu'on ne se l'est pas posée, tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a rien compris à la transformation digitale. Le grand problème de l'échec de la transformation digitale, c'est que tant que les décisions et les budgets ne sont pas pris de façon transverse dans l'entreprise, ça ne peut juste qu'échouer. Donc, j'aimerais avoir votre opinion. L'organisation pyramidale en silo est-elle compatible avec le succès de cette transformation? Et je vais commencer par l'éducation nationale, qui est un formidable pyramide de Khéops. Voilà, donc nous sommes très jacobins en termes de fonctionnement, même si on essaye d'évoluer. Et puis nous sommes très silotés, puisque une approche totalement disciplinaire, sur lequel il y a des évolutions qui essayent de se mettre en place, mais qui effectivement sont un frein. Mais pour l'instant, pour revenir au recrutement, les concours sont disciplinaires, les enseignements sont disciplinaires. Par contre, il y a de plus en plus de temps de travail interdisciplinaire pour sortir du silo dans les enseignements, que ce soit en école primaire, parce qu'on peut avoir aussi l'idée que l'école primaire est totalement dans l'interdisciplinarité, mais en fait les enseignants ont une formation disciplinaire de base qui souvent est très prégnante dans leur travail. Le rééquilibrage n'est pas total. Dans le secondaire, donc que ce soit en collège ou lycée, là on est sur une formation totalement disciplinaire, même si on a des disciplines comme l'histoire-géographie, la mienne, dans laquelle on a une bidisciplinarité, mais quand on regarde les sujets, ce sont des sujets d'histoire ou de géographie. Il n'y a eu qu'un moment en première S, il n'y a eu qu'un temps, il y a 3 ans en première S, où on a eu une liaison entre l'histoire et la géographie, ça a duré 1 an et ça a été supprimé. Donc on a vraiment du mal à faire de l'interdisciplinarité dans l'éducation nationale, mais c'est quelque chose qui est en train de bouger et qui est en train d'évoluer. Et donc, mettre du digital dans une discipline, ça veut dire faire de l'interdisciplinarité, donc automatiquement c'est compliqué, c'est perçu comme ça et c'est compliqué. Ça peut être un début. Peggy. Oui, non, évidemment, c'est pas compatible. C'est d'ailleurs bien pour ça que c'est, entre guillemets, si compliqué. C'est-à-dire que quand on parle de la transformation digitale d'une start-up, on ne parle pas de la transformation digitale de la SNCF, d'un autre grand groupe d'ailleurs, parce que je ne pense pas qu'on ait l'exclusivité sur le sujet. Et puis dès qu'une structure grossit, de toute façon, on a tendance à retrouver comme tu le disais tout à l'heure. Donc, c'est tout l'enjeu. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Moi, je crois beaucoup au fait de faire... s'aimer, créer des étincelles un petit peu partout. On allumer des feux en fait. C'est ça. Alors après, l'image, il faut faire attention, mais voilà, parce que c'est comme ça qu'on y arrivera. Et puis aussi avec un gros travail, je pense, sur la couche dirigeante et la question de la posture de se mettre au service de. Ça me paraît fondamental et ça va ça va casser tout ce qu'il y a en dessous et qui empêche la transformation. Charles-Henri, là, la RH a toute sa place, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais tout à l'heure, je réagissais parce que j'avais vu déjà la même chose il y a 15 ans quand j'avais fait les premières études sur le nomadisme où jamais les RH étaient présentes, alors que le nomadisme, comme j'ai dit tout à l'heure, était de changer tout. Non, mais là, la question est évidemment non, je veux dire, c'est pas compatible, sauf que c'est malheureusement la réalité de nos organisations, y compris d'une grande école, parce que comme tu l'as dit, toutes les progressions, par exemple, des professeurs dans l'enseignement supérieur, c'est uniquement par discipline. Et on reste très très ancré, donc l'enseignement est disciplinaire. Donc il y a très très peu de projets, je dirais, transdisciplinaires. Il y a que... Donc la question, c'est pas parce que nous avons des organisations en silo et qui naturellement deviennent siloisées, comme je l'ai dit, parce que c'est la nature même de nos
organisations, que justement le digital, tu disais transformer une difficulté en opportunité, c'est peut-être l'occasion de montrer l'intérêt de travailler, de développer de vraies pratiques de coopération facilitées par des outils digitaux. C'est pas le digital qui va amener la coopération, c'est les amener à montrer l'intérêt de répondre, par exemple, à des clients qui deviennent de plus en plus exigeants. Ça, c'est le problème du client. Il est de plus en plus intelligent, et plus informé et plus exigeant. Il y en a qui auraient des avis divergents là-dessus. Non, mais en gros, on va... Donc en fait, se mettre ensemble pour résoudre des problèmes, c'est peut-être l'intérêt, et progressivement, on peut amener... cette organisation de silo, elle est presque naturelle, donc on va essayer de faire en sorte que la disparition de l'organisation en silo et la disparition de la pyramide totale, c'est une absurdité. Enfin, je veux dire, hein, et encore une fois, je vais revenir sur ce concept d'entreprise libérée, parce que c'est la négation d'un certain nombre de choses. Ce qui est... c'est la théorie de la décroissance de l'entreprise. Mais en même temps, il y a de vrais sujets intéressants dans ce concept-là. D'ailleurs, Michelin, qui n'est pas très loin d'ici, ne refuse en tant que tel le concept d'entreprise libérée, il parle d'entreprise responsabilisante. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis de respect, comme tu le dis, etc. Mais la réponse est évidemment... Merci, Charles. Et Pierre? Bah, effectivement, je partage que ce qui a été dit, la réponse est non, et je persiste à dire qu'après ça dépend des entreprises. On a beaucoup moi je pense qu'on ne peut pas comparer les entreprises par rapport à leur taille. On a la SNCF, il y a des petites entreprises, des artisans, etc. Chacun dans sa transformation va travailler par rapport à son secteur d'activité, à l'évolution de son entreprise et surtout à l'évolution de tous les jours. Tu disais il y a 2 minutes que les clients maintenant connaissent les entreprises. Je discutais aussi en début de semaine avec un chef d'entreprise qui me racontait que dans son entreprise, avec notamment Internet, le numérique, etc., avant, les chiffres étaient assez intéressants. C'est un concessionnaire automobile, donc c'est une anecdote. Il m'expliquait qu'il y a 5 ans, un client qui venait acheter une voiture poussait la porte en moyenne 5 à 6 fois pour venir chercher sa voiture, pour venir parler avec le vendeur, etc., pour connaître, pour pouvoir l'acheter. Aujourd'hui, ils sont passés à 1,5. 5 ans après, le client qui pousse la porte. Et il me disait, en fait, les gens, quand ils viennent aujourd'hui, ils connaissent plus que les vendeurs. Parce qu'ils sont allés avec le numérique sur Internet, etc. Et le produit, en l'occurrence la voiture, ils connaissent les options, les trucs, les ci, les là, mieux que le vendeur et tout. Donc en fait, maintenant, il y a beaucoup moins. Donc il est obligé de transformer, lui, en l'occurrence, son business complètement différemment qu'il l'était il y a 5 ans au niveau de son entreprise. Donc voilà, donc ça dépend après, pour d'autres secteurs d'activité, ça va être complètement autre chose, etc. Je te rassure, les profs, quand on arrive devant une salle, les gens savent plus que nous. Hein. Donc c'est ce que dit d'ailleurs Roger Serre dans Petite Poussette. Donc ça veut dire que le rôle, toi, tu vois ce que je veux dire, le vendeur, à mon avis, va avoir d'autres rôles, et c'est la même chose dans la banque. La banque, c'est ce que disait. Alors, effectivement. Je vais vous remercier, on va s'arrêter là pour cette première partie. Mais transformation digitale et 2.0 oblige une réaction de la salle. Donc vous avez entendu des points de vue sur différentes questions. Je voudrais avoir 2 mains qui se lèvent pour poser des questions aux intervenants et à l'intervenant de votre choix. Alors, monsieur là. Si les entreprises ne changent pas, est-ce qu'elles arriveront à recruter et à garder les nouvelles générations? Alors, qui souhaiteriez-vous qui réponde à cette question? L'ensemble des acteurs. Moi, je pense que le recteur, qui, je dirais, par structure, a un avantage extraordinaire sur ce sujet, c'est que vous, par fonction, vous voyez l'évolution générationnelle. Les professeurs vous racontent les comportements des élèves, le rapport au collaboratif, comment on intègre le numérique, à la limite, comme on mange, on se lave. Normalement, on utilise le numérique. Je vais juste donner un petit chiffre. Les jeux vidéo en France, c'est plus de 4 milliards de chiffre d'affaires. C'est un petit peu supérieur à celui de l'édition. Le jeu vidéo, c'est un Français sur 2. Donc, ce qui veut dire que dans leur manière de construire le monde, de construire ce que sont les rapports sociaux, c'est ça. Donc, je répète ma question. Est-ce qu'une entreprise qui n'intègre pas le digital
est simplement crédible, intéressante, pertinente pour recruter des gens qui sont nettement plus jeunes que moi. Peggy, peut-être. Et Pierre ensuite. Non, enfin, je pense que c'est un sujet crucial qui se résume avec le mot fourre-tout marque employeur, mais qui est fondamental. Enfin, aujourd'hui, on voit bien alors moi, je suis une ennemie des chiffres, donc mais il me semble que c'est 50% des jeunes aujourd'hui considèrent que c'est bien plus intéressant d'aller créer une start-up que d'aller travailler dans une grande entreprise. Bon, bah, tout est dit. Et donc si en plus, entreprise, on n'est pas digital, alors là, c'est même pas 50%, c'est 0,1%. Donc la difficulté de recrutement, c'est pas uniquement l'accès à la compétence, c'est l'envie pour la compétence de venir. Tout à fait. Et de rester ensuite. Oui, ben ça c'est un autre débat. Avec tout le sujet de comment la marque employeur, ça, entre guillemets, on fait attention de ne pas vendre du rêve et qu'on s'assure de l'expérience salariée. Tout au long du process et pas seulement juste avant le recrutement et pendant le recrutement. Donc ça veut dire que la corporation de Charles Henry a vraiment du boulot. Tout à fait. Donc elle y participe largement. Tout à fait. J'étais déjà parti. Non, je vais me mettre au même niveau. Non, simplement, ce que vous dites, c'est évidemment que l'entreprise, et je le vois avec les générations d'HSC que j'ai vues pendant des années, hein, les seuls qui ne changent pas sont mes clients, c'est-à-dire les jeunes. Moi, je prenais un an tous les ans. Et en fait, ces dernières années, c'est vrai qu'une entreprise qui n'est pas, entre guillemets, digitale, qui n'a pas évolué, d'ailleurs, c'est arrivé, c'est ça qui m'étonne. Moi, je dis la vraie révolution digitale, je l'ai déjà dit, a commencé avec le nomadisme. Quand on a libéré, on s'est coupé les fils en quelque sorte. Rappelez-vous, le BlackBerry est arrivé en 2002, hein, c'est la première fois qu'on avait dans ses poches le mail, et ça a tout changé. Et vous savez, déjà à l'époque, je regardais les résultats des enquêtes qu'on faisait dans le cadre de HR que j'avais à HSC, l'entreprise qui n'acceptait pas le Bring Your Own Device, qu'on a appelé tout à l'heure le vehicle, c'est la première fois que les employés avaient leurs propres outils et qui étaient plus avancés. Donc, vous voyez, une entreprise qui n'offrait pas la possibilité d'amener son propre outil, en fait, était perçue comme ringarde. Ça a encore empiré. Puis la dernière chose que tu viens de dire sur la marque employeur, moi je crois que la marque employeur, c'est vraiment un truc de marketing. Le vrai truc qui est important, c'est l'expérience. Et c'est l'expérience que va avoir le jeune recruté, avec du digital en particulier, qui va être déterminante. Donc c'est l'expérience. Voilà, c'est tout. Oui, alors effectivement, les jeunes, alors moi je suis dans un métier qui est le BTP. Et quand les jeunes arrivent et que, comme tu disais tout à l'heure, ils arrivent dans une entreprise de BTP, ils s'imaginent tout de suite aller travailler, etc. Et aujourd'hui, on a mis des outils en place pour mon métier, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui fait qu'aujourd'hui, on est complètement, on a tout informatisé, le matériel arrive, on fait des plans avec le BIM maintenant, puisqu'on donne en 3D, etc. Donc tout le matériel est livré sur les chantiers. Et au niveau des jeunes, maintenant, ils travaillent complètement différemment. C'est plus du tout comme on faisait à l'époque avec la brouette. Et je reprendrai l'exemple un petit peu de Ikea. Moi, quand j'étais jeune et je suis allé m'acheter ma première cuisine avec mon épouse, je suis arrivé à la maison, donc j'ai tout chargé dans la voiture, et il y avait le sachet avec les vis, les trucs et tout, et quand j'ai tout déballé, la première chose que j'ai fait, j'ai dit merde, ils ont oublié de me donner, ils ont oublié de me donner des vis et des machins, parce qu'il en manque forcément. Et en fait, quand on suivait la notice, il n'en manquait pas une, il n'y en avait pas une de plus, ni une de moins. Donc tout était organisé, etc. Donc aujourd'hui, les jeunes, ils arrivent effectivement dans nos métiers avec, on en parlait tout à l'heure, des nouvelles idées, etc. Et avec des procédures qui nous permettent aussi d'optimiser, parce qu'il faut, aujourd'hui, les prix se tendent à tous les niveaux, il faut optimiser à tous les niveaux dans les entreprises. Est-ce que tu dirais que plus tu es dans une industrie qui n'est pas, entre guillemets, bankable, fashion, plus c'est important finalement d'avoir des outils et d'être à la pointe, parce que c'est comme ça que tu vas quand même attirer des talents qui par ailleurs pourraient avoir envie d'aller ailleurs. Finalement, vendeur dans un rayon de la FNAC, ça peut paraître plus sexy que d'aller mettre en place des systèmes de clim complexes en manipulant des tablettes, des outils 3D toute la journée pour aller poser des tuyaux. Ah oui, mais moi aujourd'hui, si tu veux, dans mon entreprise, on utilise énormément les tablettes, on suit nos installations, on met des capteurs sur les
Quand j'en parle à mon père qui a 90 ans et que je vais le voir le week-end, il me dit alors comment ça marche, ça va la plomberie. Alors, quand je lui explique et que je lui montre avec mon iPhone l'installation, qu'on peut changer de paramètres à distance, etc., c'est vrai qu'il est complètement... voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est l'évolution. Au niveau des PME, qu'est-ce que ça donne? Des TPE, qu'est-ce que ça donne? L'attraction. Le digital, oui, mais pas que. En gros, ça veut dire que oui, il faut en faire pour attirer les nouvelles générations, et d'autant plus qu'on est dans des métiers, moi je suis industriel, on fait de la tôlerie, de la chaudronnerie, c'est pas forcément ce qui fait rêver la jeune génération, et pour autant on va continuer à en avoir besoin. Et le digital n'est pas que le facteur d'attractivité. Et après, je voudrais revenir sur la marque entreprise. Oui. Oui, mais ça veut dire que quand on est SNCF ou autre, parce que vous n'êtes pas les seuls là-dedans, on peut travailler sa marque entreprise à une échelle assez importante. Aujourd'hui, 50% des emplois sont dans les PME de moins de 20 salariés. Et ça, une PME de moins de 20 salariés pour travailler sa marque d'entreprise, c'est plus difficile, si ce n'est à l'échelle locale. Et pour autant, les compétences, on n'en a pas toujours besoin qu'à l'échelle locale, les compétences que l'on recherche. Donc le côté marque d'entreprise, c'est beaucoup plus difficile à travailler. Donc après, ça va être sur les critères d'attractivité et sur les nouveaux modes de communication, aussi sur les réseaux et autres, comment faire parler de son entreprise. Alors je vous remercie, je vais devoir arrêter là, parce que faire interagir la salle, j'avais une deuxième question, mais on a largement dépassé, donc faire intervenir la salle, c'est toujours un risque. J'ai pris ce risque et donc on a mangé un peu sur la table suivante. Je vais remercier nos invités, je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est transformé.